Vos matins prennent une autre dimension. Avec Aïssa sur Espace TV Europe. Nous sommes de retour pour une nouvelle matinée avec de belles histoires à raconter. Les Afro-descendants originaires du continent africain, ils sont nés ici, ils représentent cette diaspora dynamique, cette belle vitrine de la diaspora qui entreprend, qui vient nous raconter ces belles histoires d'inspiration, ces histoires impactantes avec bien entendu des échecs, des réussites, en tout cas de la passion, de l'abnégation, de la résilience. Voilà en gros tous les ingrédients que vous offre cette émission tous les jours de la semaine de 10h à midi, les matins d'Aïssa sur Espace TV Europe. Vous nous suivez via le bouquet africain, via aussi les opérateurs Free, Orange et Bouygues. Merci de votre fidélité et merci de nous suivre de plus en plus nombreux. Nous allons, comme d'habitude, aller à la rencontre de nos différents invités. Nous allons parler tout à l'heure entrepreneuriat culturel à travers un événement, la DACID, qui récompense les talents ivoiriens de la diaspora. La prochaine édition de l'événement a lieu dans quelques jours. Nous accueillerons deux figures de la musique caribéenne avec le chanteur de reggae Yanis Odua qui a décidé de tendre la main à un artiste de la jeune génération. C'est un duo intergénérationnel et fraternel dont nous parlerons à travers l'histoire et l'actualité de Yanis Odua et de FNX. Ils sortent l'album Mon Frère. On parlera de tout cela en fin d'émission. Avant cela, nous allons parler création de haute couture avec une artiste créatrice très inspirée. Alia Barry est originaire du Nigeria. On va dire que c'est une globe-trotter, puisqu'elle a vécu entre l'Inde, le Singapour, mais aussi le Sénégal et son pays, sûrement le Nigeria. Elle nous en dira plus dans un instant. Elle nous parle de son actualité à travers sa passion pour le stylisme et la haute couture. On en parle dans un instant. Ce sera juste après ce titre de Jelly Kaba Bintou et Miyagise. On écoute Unique et on se retrouve avec notre première histoire dans un instant. On peut dire qu'elle est aussi unique et nous rejoint sur le plateau d'Espace TV Europe dans les matins d'Aïssa. Les matins d'Aïssa sur Espace. Nous accueillons donc Alia Barry, styliste, créatrice de haute couture de passage à Paris pour nous parler un petit peu de son actualité et nous l'accueillons avec beaucoup de bonheur. Merci de nous rejoindre Alia Barry, vous allez bien? Oui, très bien, merci. Bonjour, merci de me recevoir. C'est un grand plaisir. Alors, vous êtes né au Niger, vous vous êtes installé au Sénégal. Vous êtes une polyglotte, hein, si je puis dire, puisque vous avez vécu en Inde, vous avez vécu à Singapour, vous êtes créatrice de haute couture et vous vous définissez comme une créatrice d'afrofusion. Donc, votre travail mêle des influences africaines traditionnelles à une esthétique moderne inspirée par votre vécu international. À travers vos vêtements, vous voulez transmettre un message, la liberté de s'écouter, et la liberté d'oser, de marcher vers sa vérité, même lorsqu'elle déroute les autres. Et votre mantra, c'est vivre pleinement, créer sincèrement. Vous nous en parlez un petit peu de cette philosophie et de ce mantra que vous essayez de véhiculer à travers vos créations? Oui, donc en fait, c'est le parcours d'une vie, hein. C'est-à-dire qu'en règle générale, j'ai commencé ma carrière au départ après mon bac et autres dans la banque. Oui. Donc je voulais suivre un cursus totalement classique. Donc je suis diplômée, j'ai un master en business international. Et j'ai commencé dans la banque, mais très rapidement, je me suis rendu compte que je me sentais assez à l'étroit. Oui. Et, mais toujours, bon, vous savez aussi, ce qui se passe, c'est que souvent, avec la société actuelle, surtout dans les pays africains, culturellement, les gens pensent toujours que la réussite, ça passe toujours par justement des écoles de commerce, écoles de gestion, un travail fixe, se poser, se marier. Donc, Et c'est souvent nos parents ou en tout cas exactement. la société qui nous pousse vers ces Tout à fait. trajectoires. Donc, nous, on remplit ces cases. Donc, au fur et à mesure, on se dit, bon, les études, OK, ça va. On rencontre la personne qui convient et puis on commence à travailler. Mais à chaque fois, il y a un vide, il y a un manque, il y a quelque chose. On ne s'épanouit pas forcément. Puis on se dit, bon, quand les enfants seront là, les enfants arrivent. Puis on se dit, bon, peut-être c'est le pays. Donc, à l'époque, je vivais en France. Je me Oui. suis dit, bon, donc mon mari a eu une opportunité d'expatriation, c'est là qu'on est allé en Inde. D'accord. Donc là aussi, c'était intéressant, donc les excitations du début.
C'est là aussi où j'ai commencé vraiment à me familiariser avec tout ce qui est couleurs, textures, textiles. Donc, quand j'allais dans les marchés, donc, tous les saris et ainsi de suite. Donc, déjà, là, il y avait vraiment ce qui était déjà en moi, entre guillemets, à commencer à parler. Mais bon, je ne m'écoutais pas trop. Et suite à cela, on a eu une deuxième expatriation à Singapour. Ouais. Et comme je ne pouvais pas travailler, donc dans la mesure où j'étais sous le visa de mon conjoint, je cherchais à m'occuper. Et c'est là que j'ai commencé à faire des patrons, vous savez, les patrons qu'on achète tout fait pour faire des robes à mes enfants, à mes filles. D'accord. Et au fur et à mesure, donc j'ai commencé une robe, deux robes, des échecs, des réussites. Et j'étais un peu curieuse. Je me disais, bon, là, pourquoi ça n'a pas réussi là? Pourquoi ça a fonctionné là? Et au fur et à mesure, comme on dit, je suis devenue accro. Donc, c'est au point que je voulais déconstruire les choses, je voulais comprendre, je voulais pouvoir modifier. Et plus j'apprenais, et plus je voulais en savoir plus. À un stade où c'est arrivé, où je me suis dit, bon, là, il n'y a pas, y a pas photo, comme on dit. Faut y aller, faut foncer. C'est quelque chose qui était là depuis un moment, mais ça s'est réveillé comme ça. J'avais deux enfants en bas âge, mais j'ai dit, ben, il n'y a pas le choix. Il faut... Donc, je suis partie me réinscrire pour des études à plein temps. Ouais. Et je me suis lancée. Donc, j'étais avec des jeunes filles asiatiques, donc à Singapour, de 16 ans, 17 ans. Et elle m'appelait maman, justement, parce que justement, bon, il y avait ce côté justement où j'étais un peu, Maternelle. j'étais maternelle avec elle, mais on rigolait aussi. Mes filles venaient les week-ends, parce que quand je travaillais les week-ends, elles venaient me voir ou me récupérer. C'était un peu les mascottes de la promotion. Et vraiment, j'en garde de très bons souvenirs et sans regret, quoi, sans regret. Et j'ai vu que la création avait déjà commencé, si j'ai bien vu, puisque vous avez aussi créé une marque de bijoux en or et de pierres précieuses sur mesure à Singapour. Tout à fait. Donc En la fait, création avait déjà commencé. c'est ça. C'est-à-dire que j'ai toujours eu des envies de créer des choses, tout le temps. Donc, j'aimais bien dessiner plus jeune et tout. Et c'est en Inde, donc, en fait, je n'arrivais pas à rester sans rien faire. Je suis quelqu'un, j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin d'évoluer. Donc, Ouais. déjà en Inde, je m'ennuyais déjà. Et comme je dis, moi, le parcours de Desperate Housewife, ça marche pas. Ça n'allait pas. Donc, la première année, c'était drôle, c'était bien. Mais dès la deuxième année, j'ai commencé à prendre des cours de design de bijoux. Donc, j'ai un diplôme aussi en création de bijoux. Et c'est Ouais. là où j'ai créé une marque donc, qui était vraiment sur des bijoux sur mesure, donc or, diamants, pierres précieuses, donc où c'était des pièces uniques qui étaient adaptées à chaque client. Et donc, je n'ai pas pu continuer par la suite cette marque dans la mesure où, quand j'étais en Inde, c'était facile de faire le contrôle, le suivi des artisans. Mais une fois que je n'y étais plus, c'est quelque chose, bon, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans tous les domaines de la créativité et de la création. C'est-à-dire qu'on a besoin d'être sur place. Quand on veut avoir un travail fini, un travail de qualité, il faut vraiment être sur le terrain constamment. Sinon, on arrive à des éléments moyens. Alors en 2015, toujours dans cette recherche d'excellence, vous lancez cette marque éponyme, Alia Barré. Le déclenchement, vous l'avez expliqué, ça venait d'un besoin et de créer des vêtements pour vos filles. Ensuite, vous vous êtes perfectionné. Alors, dites-nous un petit peu l'approche créative et quels sont, comment vous confectionnez vos vêtements, déjà vos matières de prédilection, et c'est quoi le message des vêtements que vous créez? Alors, d'abord, je parlais justement des messages que je cherche à véhiculer. Donc, à travers tous mes voyages et autres, on cherche son identité. Et souvent, en règle générale, donc, j'avais remarqué que la plupart des gens, quand on veut s'habiller africain, entre guillemets, le choix est souvent sur des choses, donc ça va être du wax, ça va être du basin ou autre. Et souvent, c'est un peu cliché. Ouais, C'est très cliché. Donc pour moi, c'était cette envie, surtout par rapport à mon contexte aussi, mon ancienne vie, entre guillemets, dans le domaine de la banque et du conseil. Je me suis dit, j'aimerais avoir, donc pouvoir habiller des femmes, des hommes aussi, mais les hommes, c'est vraiment, vraiment en sur-mesure, des pièces uniques. Alors d'accord. que pour les femmes, j'ai une approche aussi en prêt-à-porter pour que ce soit disponible dans plusieurs pays. Et c'était le fait qu'elles puissent pouvoir porter des tenues avec cet ADN africain, mais qui soit portable partout.
D'accord. Donc, on va avoir par exemple une coupe Chanel, mais avec du kenté qui vient par exemple du Ghana ou du Nigeria ou du Burkina. Oui. Et ça, c'est important pour moi, dans la mesure où les gens vont voir que ça vient d'Afrique, c'est africain. Mais ça s'adapte dans tous les environnements. Il y a toujours un petit touche, un petit clin d'œil à mes expériences asiatiques. Donc, j'aime beaucoup travailler sur certains éléments, donc les kimonos, certaines coupes amples, certains cols. Mais quoi qu'il arrive, ça représente la quintessence de l'élégance africaine. La femme, pour moi, la femme africaine, il y a un certain maintien, une certaine Oui. hauteur, un port altier, vous voyez. Donc, Oui. même peu importe sa morphologie, il y a une dignité qui se dégage d'elle. Et pour moi, c'est comment mettre en avant cette dignité avec les codes aussi qui nous sont propres, c'est-à-dire que pas des vêtements trop serrés, surtout bon, par rapport à la mode ouest africaine, où, par exemple, des pays comme le Niger ou le Sénégal, où on cherche, les femmes ne veulent pas être trop serrées. Oui. Donc, c'est comment avoir cette élégance, aussi une sensualité, mais sans forcément aller dans des éléments qui vont mettre mal à l'aise. Donc, c'est ces codes-là que j'ai voulu retranscrire et il y avait de la place pour ça parce que je pense que c'est ou trop large ou trop Trop global ample, ou trop avant-gardiste. Donc, c'est pour des femmes comme moi qui veulent être entre les deux, qui veulent avoir du style. qui veulent avoir du style, de l'élégance, être remarquées, mais pas trop. Pas trop, c'est-à-dire que c'est c'est la juste mesure. Alors, vous intégrez également des symboles du Niger, votre pays d'origine. Vous y êtes né aussi à travers des designs graphiques. Vous nous expliquez un petit peu cette approche aussi? Oui, en fait, je me suis rendu compte avec le temps. Donc, au début, donc, je prenais toujours donc j'adore travailler avec les matières traditionnelles, donc le pain tissé de différents pays de la sous-région et autres. Mais Oui. je me suis rendu compte qu'il y a quand même une limitation à un certain niveau au niveau de la matière elle-même. C'est-à-dire que le pain tissé est assez lourd, ne peut pas se manipuler pour faire tout. Et se porter en plus, en Afrique, il fait chaud, donc Voilà, exactement. Et même en termes d'entretien et autres. Donc, on ouais. peut faire donc justement certains coupes comme des vestes et autres. Mais lorsqu'on veut aller sur des matières plus légères, plus fluides, sur l'été, là, on a des blocages. Donc, forcément, donc je me suis dit, OK, comment garder cet ADN, mais en s'adaptant sur des matières plus Confortable. conventionnelles et plus confortables, mais sans avoir ce problème de restockage. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on se fournit en local, Oui. les matières premières, donc on va trouver un tissu qui est parfait, qui fonctionne très bien. Mais ce qui se passe, c'est que dès qu'on on va acheter le rouleau, par exemple, sur le marché local, mais dès que le rouleau est fini, ben, on n'en a plus. Et même s'il y a une demande, même s'il y a, on a vraiment beaucoup de succès avec cet imprimé, on ne l'a plus. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, je me suis dit, je veux avoir le contrôle aussi sur la matière. Si ce n'est pas la matière artisanale, donc on confectionne sur place, la matière plus moderne, donc du coton ou autre, je veux pouvoir le produire et l'imprimer, mais justement avec mes codes, mais également avec mon ADN, mes origines. Donc, c'est là où j'ai travaillé donc, avec des designers graphiques en intégrant des motifs. Oui. Donc, dans la mesure où le Niger, je considère donc qu'on connaît beaucoup donc, la bijouterie touareg, La croix de Zinder, ça l'architecture, vient voilà, la croix de Zinder, la croix pardon. d'Agadez. En fait, ce qui se Oui. passe, c'est qu'on a 21 croix qui représentent 21 villes. Donc ça, Oui. c'est moins connu. Celle d'Agadez, qui est la croix du Sud aussi, quand les Marocains le reprennent ou les Algériens. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y en a plein d'autres. Et il y a également des motifs où, par exemple, dans la culture Hausa, ça apparaît sur les murs. Donc, c'est vraiment des codes culturels, mais qu'on trouve au Niger et qui, malheureusement, ne s'exportent pas assez. Oui. Donc, je me suis dit, je vais les intégrer, je vais les extraire. Donc, par exemple, justement, sur certaines villes, à Zinder et autres, ces motifs qu'on voit sur les murs qui sont des représentations de la noblesse, ce sont dans les maisons des nobles qu'on Oui. voit apparaître ces motifs. Je vais les prendre et je vais les intégrer dans des, des, des Des designs, créations. des créations, De manière subtile, je de manière suppose. subtile, de manière parfois plus fun. Donc, on va aussi prendre des couleurs assez intéressantes. On va prendre du bleu Mykonos, on va prendre le orange d'Hermès, par exemple, pour donner, mais toujours avec des rappels, par exemple, du beige aussi pour représenter le désert, le ciel. Donc, il y a des connotations comme ça, mais toujours modernes, qui font que justement, ça rend le côté culturel plus fun, plus amusant. Donc, on peut jouer avec et surtout, les gens peuvent porter, ils savent que c'est une identité et ils reconnaissent certaines croix ou c'est l'occasion pour moi aussi de les sensibiliser sur la culture de mon pays.
Mais il n'y a pas que mon pays aussi. Quand on parle d'afrofusion, justement, c'est le fait que j'ai travaillé également avec un designer graphique d'Afrique du Sud. D'accord. Donc, pour moi, c'était très intéressant aussi de travailler sur ce côté où on mélange des éléments des codes visuels donc de l'art sud-africain. Vous savez, eux aussi, ils ont l'art sur leurs murs, donc des peintures et autres, mais et comprennent également ceux du Niger. Donc, c'est là où, pour moi, c'est de l'afrofusion, où les cultures, justement, se mélangent et on arrive à des éléments, des choses assez nouvelles, mais également tout à fait familières. Donc, voilà. Alors, il y a aussi cet héritage qui vient du créateur du FIMA, ce grand salon de la mode africaine incontournable, fondé par le grand Alfadi. Et vous dites, j'ai toujours été fascinée par les défilés d'Alfadi et le FIMA. Vous nous racontez un petit peu le rapport que vous avez avec le FIMA? Alors, le FIMA, c'était donc la première édition donc, qui avait lieu donc dans le désert à Tigdit. J'étais à l'époque, j'avais 16 ans. Et je me rappelle, j'ai embêté mes parents, mais j'avais cours, hein, mais je les ai harcelés non-stop et j'ai pu y aller. Donc pour moi, ça a été à la fois la première fois où j'allais à l'intérieur du pays, dans le désert vrai, Oui. et en même temps découvrir la mode, parce que pour nous à l'époque, c'était un événement tellement extraordinaire. Donc il y avait des créateurs comme Kenzo qui Qui venait étaient du monde venus, ils avaient entier. prêté des collections. Kenzo? Oui, Kenzo Ouais, lui, il était venu même en personne, de d'accord. grandes mannequins. Donc, c'était la première fois que ça se passait en Afrique à cette échelle-là. Je me rappelle, ils avaient même fait venir un énorme bloc de glaçons venant, je crois, du pôle Nord, d'Antarctique. Donc, un énorme, mais au milieu du désert. Et donc, pendant toute la période, tout ce bloc allait fondre au fur et à mesure. Et donc, il y avait énormément de symbolique. Et c'était pour nous une réouverture au niveau, au niveau du Niger, par rapport où il y avait beaucoup d'instabilité par rapport à donc, la rébellion Touareg. Donc, pour Oui. nous, c'était également, donc, on venait de signer des accords de paix donc, avec eux. Donc, c'était la manière de montrer que le tourisme revenait à travers la mode, à travers la paix. Et c'était un message fort. Donc pour moi, à l'époque, à 16 ans, j'avais les yeux remplis d'étoiles et ça m'est resté toute ma vie. Ça est resté toute ma Et vie. donc, la passion est un peu née là. La passion était déjà là, mais comme je dis, à l'époque, c'était pas... si C'était tu pas dis, je vais être envisagé. créateur, on te regarde comme ça, en plus 16 ans, on te dit, bon, non. Et même après, hein, quand j'ai repris mes études, on me dit, mais pourquoi tu vas être couturière? J'ai dit, je ne sais pas être couturière, c'est être créatrice de mode. Donc, il y a toute une logique, toute une démarche intellectuelle. Et je dis souvent aux gens que les études de mode que j'ai faites, j'ai tellement, excusez-moi l'expression, galéré, j'ai pas d'autres mots. Plus ça a été beaucoup plus dur pour moi que ma prépa d'école de commerce, mon école de commerce, mon master. Pourquoi ça a été compliqué? C'était parce qu'en fait, ça prend tous les aspects. Les gens ne se rendent pas compte que la mode, pour le créer vraiment dans les règles de l'art, Mm. ça prend en compte de la physique, des maths, le côté physique aussi, parce qu'on nous apprend aussi à coudre. Et c'est la minutie. Des fois, vous voyez une matière, par exemple, on prend le cuir ou le Ouais. vinyle. Si vous faites une erreur, imaginez, vous êtes aux dernières étapes où vous surpiquez juste pour faire des finitions. Vous faites une erreur, les trous, ils disparaissent pas. Vous pouvez pas les coudre, ça y est. Donc, la tenue a recommencé. Donc, je me rappelle, j'ai des moments où, en plus, quand vous avez cousu pendant 10 heures non-stop toute la journée, vous êtes là, vous tremblez comme ça, et le pied, vous êtes sur la pédale doucement. Ça dit que c'est un contrôle. J'aime bien parler parfois, c'est un peu comme le golf. Les gens disent que le golf, c'est un peu... j'ai essayé que 2 ou 3 fois, hein, mais je ne suis pas une experte. Mais D'accord. quand on voit, c'est vraiment quand le corps et l'esprit doivent se mettre en accord. L'esprit d'abord visualise et projette et donne les instructions au corps. Et le corps doit suivre en fonction de ce que le mental veut exprimer. Et ça, c'est là aussi où on se rend compte des limites aussi de notre corps humain, de notre mental aussi. Et ça joue énormément. Donc pour moi, Et ça m'a... c'est pour ça qu'en fait, dans ce domaine de la mode, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Tout C'est à fait. compliqué en fait de pouvoir émerger. Il y a beaucoup de personnes qui font des études de mode. C'est un peu le cas des médias. Il y a plein d'écoles de médias. Tout à Mais fait. après, pour pouvoir se positionner, trouver sa voie et devenir créateur de haute couture, c'est pas donné à tout le monde. C'est tout à fait ça. Et surtout que, en fait, être créatif,
on peut naître avec. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des prédispositions. Ouais. Après, la question, c'est comment mettre cette créativité au service de quelque chose, de transcender soi-même, transcender une matière, peu importe, ça peut être la sculpture, la photo ou autre, et ensuite transcender les gens. Il y a des personnes tellement talentueuses. Van Gogh, ce n'est qu'après sa mort qu'il a vraiment été reconnu. Donc, il y a des gens sincèrement talentueux, sincèrement puissants dans ce qu'ils véhiculent, mais qui ne connaîtront jamais le succès. Dans la mesure où aujourd'hui, de nos jours, il suffit pas d'être un bon créatif, il suffit pas d'être un bon créateur. Déjà, après, il faut trouver son Il faut identité. l'identité, il faut communiquer, il faut. Donc, c'est ça. Maintenant, c'est être un peu multitask. Et après aussi, c'est croire en soi. Donc, parce que c'est pas évident. C'est pas évident parce que souvent, moi, je suis un peu timide quand je présente mes créations et autres parce que c'est nos bébés, c'est nous. Quand quelqu'un, par exemple, dit je n'aime pas, il n'aime pas forcément ça. Pour nous, c'est comme s'il nous aimait pas. C'était un rejet. Donc, la première chose, c'est toujours, ma mère me disait toujours, ne le prends pas personnellement. Et c'est vrai. Donc, il faut aussi après Se détacher apprendre à un se petit peu. détacher de notre passion, justement. Alors, vous avez vécu au Sénégal, vous vivez toujours. Il y a quand même pas mal de concurrence, mais en tout cas beaucoup de créativité, beaucoup de stylistes au Sénégal. Quel est le regard que vous portez justement sur la créativité au pays de la Teranga? Alors, moi, je trouve que c'est génial. L'émulation qui se passe en continu, il y a toujours des choses qui se passent. Et je vois même par rapport aux autres pays du continent, pour moi, le seul équivalent que je vois dans cette synergie et cette ébullition, c'est le Nigeria, mais Ouais, dans un autre aspect. C'est-à-dire que c'est là aussi on voit leur influence anglo-saxonne. Mais au Sénégal, ce qui est encore plus extraordinaire, ce sont leurs femmes. C'est que c'est tellement bien porté, leurs femmes et leurs hommes. Déjà, il y a des créatifs extraordinaires, mais même culturellement, il y a tout. Donc, entre la musique, la mode, même le cinéma, enfin les séries et autres. ouais. Et ce qui se passe, c'est que donc les gens embrassent cette créativité, la portent avec fierté, et c'est extraordinaire. Donc oui, il y a énormément de concurrence, mais je considère qu'à partir d'un certain niveau, à partir d'un certain moment, il y a de la place pour tout le monde, Ouais. dans la mesure où il y a forcément des gens qui vont se reconnaître en vous. Et là, par contre, justement, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, les gens ont beaucoup exploré le côté boubou. Donc, il y a vraiment eu un boom du boubou. Ouais. Maintenant, même les gens en local commencent à se lasser un peu en fonction que les mentalités évoluent. Donc, ils veulent des boubous, mais ils ne veulent pas que des boubous. Et donc, c'est dans des périodes, dans des moments comme cela que des créateurs tels que nous arrivons à nous démarquer dans la mesure où on propose donc des coupes beaucoup plus structurées avec de la recherche. Et comme je dis, c'est quand même, ça demande une certaine technique. Quand je parle de physique, par exemple, c'est Ouais. que dans un vêtement, tout se transforme, rien ne se perd, tout se transforme. Si vous enlevez un détail, une pince ou autre, vous devez le compenser autre part. Et c'est là où beaucoup de gens, quand ils vont voir leur tailleur de quartier, ne comprennent pas quand, par exemple, le résultat ne vient pas comme prévu. Parce qu'il y a des éléments, des règles à respecter. Il y a des règles à respecter pour que ça tienne et c'est ce qui fait toute la différence. Alors, qui est votre clientèle? On sait qu'il y a comme une classe moyenne au Sénégal. Il y a des personnes qui ont les moyens de pouvoir s'habiller avec des vêtements de haute couture. Et c'est qui votre clientèle type? Alors, ma clientèle type, on va dire il n'y a pas Un profil. un profil bien particulier, mais en règle générale, donc ce sont des femmes de toute la sous-région, sincèrement. Ouais, Mais en règle générale, ce sont des femmes plutôt entre 30 et 60 ans, on va dire, ouais. qui justement ont des domaines d'activité et beaucoup d'éléments, d'événements sociaux. Vous D'accord. voyez, également, par exemple, ils vont avoir des cocktails, des mariages, des fonctions. Et en fait, là où elles se retrouvent dans mes tenues, c'est qu'à la fois, c'est pratique, Ouais, intemporel. Pour moi, c'est ouais. très important parce qu'on parle excusez-moi, je fais parfois des mélanges en anglais, mais Ah bon. de durabilité, being sustainable. Ouais. Mais en fait, la durabilité, c'est également dans la tenue. Donc, pour moi, c'est très important de faire des Ça pas pièces une tenue qui... qu'on achète et qu'on porte une seule Voilà, fois et qu'on range au exactement. placard. Voilà, mes tenues se portent à travers, c'est-à-dire que j'ai des pièces des clientes, quand j'ai des pièces d'il y a 10 ans, elles sont
toujours d'actualité, toujours. Et ça, c'est important parce que justement, le but n'est pas de mettre et puis un an après, c'est démodé. Je dis toujours aux gens, achetez moins, mais achetez mieux. Pas acheter plus cher forcément, mais acheter mieux. Ce sont des pièces donc versatiles qui peuvent s'adapter. Donc justement, du fait que j'ai pu travailler, à la fois, comme je dis, j'ai eu un peu comme les chats, j'ai eu cette vie, donc la Desperate Housewife, mais également dans la banque et ainsi de suite. Ouais, Ça me permet aussi de pouvoir conseiller les gens. Donc je fais aussi beaucoup de conseils à mes clientes d'accord. par rapport à la manière de s'habiller selon les différents événements. Donc justement, comment avec, par exemple, quand vous partez en voyage, si vous, tout d'un coup vous êtes invité à l'ambassade ou à un ministère, voilà, donc vous allez dress up ou dress down la tenue avec des accessoires et autres. Et ça, c'est très important. Donc, il faut éduquer aussi ses clients, Ouais, éduquer la population africaine également, justement parce qu'on a des personnes, donc le pouvoir d'achat évolue, il grandit, et ouais. également nous avons une jeunesse nous avons une évolution de la population qui est très dynamique. Donc c'est important aussi de les accompagner pour avoir tous les codes internationaux. Donc, justement, pour moi, mon but, justement, c'est dans ces grands événements, les forums et autres, de plus avoir les gens en boubou. J'ai rien contre, hein, mais par exemple, les hommes, les grands boubous, autres, ils peuvent avoir des deux pièces africains, tradis, On peut modernes. faire mieux, quoi. Merci. En tout cas, on peut juste faire évoluer. Parce que Ouais. j'adore, je suis toujours fascinée par les grands boubous hommes. Il y a une certaine élégance et autres. Maintenant, je trouve que c'est bien pour, par exemple, les fêtes traditionnelles, pour les mariages. Maintenant, quand on est à l'international, qu'on va dans des contextes économiques assez sérieux et autres, je trouve qu'il y a d'autres manières d'exprimer donc son Son africanité. africanité. Ouais. Vous nous parlez de la collection DNA? ADN, oui, c'est ça, C'est c'est DNA? DNA en anglais, oui. Donc ADN, c'était ça, c'était vraiment donc mon ADN. Donc, ce qui fait que le Niger, mais également les différentes expériences. Et c'est là où donc j'ai repris tous ces imprimés, à la fois donc des motifs, parce que euh, ce qui est enfin, c'est intéressant pour moi, mais mes quatre grands-parents sont chacun d'origine ethnique différente. Donc, Germa, Hausa, Peul, et ma grand-mère, une de mes grand-mères, était française aussi. Donc, c'est comment on mélange tout ça. On fait ce melting pot à travers des imprimés, à travers des coupes qui font écho à toutes ces personnes que j'ai adorées, que j'ai aimées et que j'essaye de représenter à travers cette collection. Alors, quels sont les défis, selon vous, et les opportunités de la création de design made in Africa? Est-ce il y a de l'avenir lorsque l'on sait tout ce génie créatif? C'est vrai que j'en parlais avec d'autres stylistes hier et que malheureusement, c'est compliqué. Vous parliez tout à l'heure de la problématique des tissus, le manque d'industrialisation, le manque de comment on va dire, d'industrie en fait du textile. Heu, Quelles sont selon vous les projections? Est-ce il y a de l'avenir ou est-ce que c'est préoccupant la situation? Alors, en termes de problématiques, il y en a deux qui sont vraiment primordiales, qui sont vraiment les pierres angulaires, entre guillemets, de notre futur. Mais avant tout, je dois dire que il n'a jamais été plus, plus excitant d'être créateur africain que maintenant, parce qu'il y a une reconnaissance, Ouais. il y a une exposition qui jusqu'alors n'a jamais été À le cas l'international? à l'international, mais même, même en interne. C'est-à-dire que les gens n'ont jamais autant eu envie De consommer, de consommer le made in le Made Africa? in Africa. Donc, et surtout les Africains. Et ça, j'en suis très fière. Il y a vraiment un éveil des consciences où les gens... Bon, je pense aussi que c'est un travail que nous avons fait, nous tous, les créateurs africains, en proposant des modèles qui sont adaptés à leurs besoins. Avant, les gens se plaignaient toujours du manque de qualité, du manque de finition Ouais. et autres. Et je pense qu'il y a eu un énorme travail dans toutes ces dernières années pour Et il y a eu rendre... Wakanda qui est passé par là aussi. Il y a eu On est Wakanda qui est d'accord? passé par là, exactement, tout à fait. Mais il y a eu également certaines Les initiatives? initiatives, des influenceurs aussi, Ouais. et pour proposer donc des choses pour montrer que ben voilà, en fait, c'est là. Et nous, justement, on a beaucoup travaillé sur nos finitions et notre travail. Maintenant, en termes de problématiques et d'enjeux pour le futur, le gros problème, en tout cas que moi je vis actuellement, Ouais. c'est un problème logistique.
D'accord. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, pour pouvoir augmenter notre chiffre d'affaires, augmenter notre visibilité, c'est pas tout qu'on parle de nous. Mais lorsque maintenant on veut exporter, on veut envoyer, veut distribuer dans le reste du monde, les problèmes sont énormes. C'est-à-dire que les frais d'envoi sont encore trop élevés. Ouais. Imaginez, par exemple, AliExpress ou Alibaba, si c'est pas que quasiment tous leurs frais d'envoi étaient gratuits, même Shein. Croyez-moi, si à Shein, chaque personne achetait quelque chose et on leur disait que les frais d'envoi étaient à 20 ou 30 euros, ça allait en calmer plus d'un. Absolument. Donc, et c'est ce que nous, on vit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'un client peut se retrouver dans une situation où les frais d'envoi sont quasiment Plus cher. équivalents au produit lui-même. Donc là, déjà, à partir du moment où on n'aura pas résolu ce problème-là, on aura des limitations. Moi, par exemple, j'exporte au Nigeria et en Afrique du Sud, et il y a énormément de soucis, c'est-à-dire que je cherche à envoyer, donc, et DHL est trop cher Ouais. pour être rentable. Vous imaginez si on envoie Donc tous on est nos obligé de stocks par passer par des DHL? moyens Donc, on fait des moyens informels. informels et autres. Et même là, par exemple, le Nigeria, leurs douanes sont tellement compliquées que même chaque compagnie qui essaye de commencer arrête rapidement. Donc, c'est facile de faire sortir du Nigeria vers, par exemple, le Sénégal ou autre pour sortir, mais pour faire rentrer au Nigeria, c'est pas possible. J'ai les mêmes soucis en Afrique du Sud où leur douane n'a aucune logique. C'est-à-dire que je vais déclarer, par exemple, une tenue à 30 euros, 50 euros que j'envoie par DHL quand même. Ça va arriver sur place, on va leur dire, ah, la douane, c'est 25 euros. Pour eux, un truc déclaré 30 euros. On demande pourquoi, il n'y a aucune explication. Donc là, il y a un marché, il y a quelque chose à Il y a faire en quelque chose, fait. mais en fait, là, le problème, c'est le serpent qui se mord la queue. Il y a eu des accords de libre-échange qui ont été signés entre pays Ouais. africains. Donc, normalement, nous ne devrions plus avoir de droits de douane. Mais ce n'est pas mis en application parce que, en fait, à l'heure d'aujourd'hui, la douane est un des principaux moyens, un des principaux revenus des États. Donc, aucun État ne fait le premier pas pour supprimer, pour lever ses droits de douane entre pays africains. Et donc, ce qui fait que nous sommes handicapés. Les papiers ont été signés officiellement. Ouais, mais dans la Techniquement, c'est réalité, opérationnel, mais concrètement, non. Et tant que ça n'aura pas été fait, ben, nous, on a des problèmes. Le deuxième problème, c'est justement le problème de la production. À partir du moment où on n'arrive pas forcément à se financer sur des matières, sur des machines performantes, parce que ça coûte de l'argent, il faut les faire venir. Par exemple, même le fait que ça m'embête, moi, de, par exemple, faire produire, quand je fais mes imprimés, je suis obligée d'aller les faire produire en Turquie. Si je pouvais les faire produire en Afrique, ça m'arrangerait bien. Mais les machines d'impression textile coûtent trop cher à l'heure d'aujourd'hui. Beaucoup de nos usines d'impression ou de production de coton ont fait faillite dans les années 70, 80, ouais, 90. ouais, ouais. Maintenant, il y a une prise de conscience. Donc, il y a des usines qui sont en train de réouvrir grâce à l'intervention du FMI, de certains organismes, certains pays qui réinjectent des fonds dans le système, dans l'industrie textile. Parce qu'il y a eu un désamour à un moment. Mais maintenant, les gens se rendent compte que c'est un levier économique et un promoteur d'emploi extraordinaire. Donc maintenant, les choses changent. Ça va être étape par étape. On est dedans, on galère encore, mais je pense qu'il y aura des améliorations dans les années à venir. Je reste optimiste. C'est important, Alia Barré qui est venue nous parler de son actualité, nous faire découvrir un petit peu son travail. Quel message souhaitez-vous faire passer aux jeunes créateurs africains ou aux téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui dans les matins d'Aïssa? Alors, la créativité, c'est quelque chose qui, comme j'ai, qui est en nous. Maintenant, comment la faire parler? Ça, c'est quelque chose. Moi, j'ai dû attendre des années, plus de 15 ans après, pour reprendre mes études. Et moi, plutôt que de parler aux jeunes, je préfère parler aussi aux gens, par exemple, de mon âge, aux gens Ouais. qui ont ce vide, ce besoin. Il est jamais trop tard. Il est jamais trop tard pour reprendre à zéro, tant qu'on a la foi, qu'on a l'envie. Et ce que je dis pour les mots de la fin, pour moi, c'est mon motto, vraiment ce qui me tient tous les jours, c'est je préfère des regrets d'action que des regrets d'inaction. Voilà. Où est-ce qu'on vous retrouve si on est de passage au Sénégal, à Dakar? Où sont situés vos ateliers ou votre boutique? Et sur internet, où est-ce qu'on va pour en savoir un petit peu plus? Et si on veut acheter vos créations, Alia Barré?
Alors, donc, c'est ce qui est très intéressant, c'est qu'on arrive à toucher l'international grâce à la plateforme Africrea, par exemple, donc où D'accord. je suis dessus, et donc ça permet vraiment de toucher tout le monde. Maintenant, à Dakar, je suis à Mermoz, mais également à travers certains pays africains dans des concept stores. Donc, vous trouverez toutes les informations sur ma page Instagram, donc alia.bar, B-A-R-E. Voilà, On a tout dit? on a tout dit. Merci en tout cas d'avoir fait le détour à Paris dans cette émission Les Matins d'Aïssa. On vous a reçu avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. On viendra découvrir votre univers à Liabaré. Et puis peut-être qu'on se retrouvera dans un événement, par exemple à la prochaine Fashion Week ou ailleurs, puisque vous avez fait, enfin, vous avez tourné un petit peu partout à travers le monde, le continent africain, Paris à Fashion Week, la South African Fashion Week, le Lagos Fashion Week, la Fashion Week de Dakar également. Peut-être qu'on aura l'occasion de vous y voir. En tout cas, merci beaucoup, Alia Barré, C'est moi qui d'être vous venue remercie. dans cette émission. Prochaine invitée dans quelques minutes dans les matins d'Aïssa. Les matins d'Aïssa sur Espace. Nous accueillons un promoteur culturel très connu en diaspora. Nous accueillons le Dougou Massa El Magnifico, acteur et promoteur culturel, artiste et président d'association. Il vient nous parler de la prochaine édition de la DACID, la cérémonie de distinction des acteurs culturels ivoiriens de la diaspora, dont la prochaine édition aura lieu très bientôt. Il nous en dira plus dans un instant. Alors, l'événement est organisé par l'AMPPC, c'est l'association des managers, promoteurs de spectacles, producteurs et concepteurs de la diaspora, tout un programme. Bonjour El Magnifico, c'est un plaisir de t'accueillir sur ce plateau. Merci et bonjour Aïssa, bonjour aux auditeurs. Comment ça va? Très bien, on est là, en plein dans les préparatifs, mais ça va, merci. Moi, Ça je vais va. avoir du mal à te vous voyez. Oui, non, là, c'est... bah oui, tu peux... On se tutoie déjà, donc... Bon. Alors, le promoteur, en tout cas le président, le porteur de cet événement qui récompense donc les acteurs talentueux, les acteurs culturels ivoiriens de la diaspora et celui que l'on appelle Marco SFR. Tu nous en dis un petit peu plus sur le président de la MPPC pour commencer? Alors, donc, le président Barkoué Sefer, c'est un jeune Ivoirien qui est parti de Côte d'Ivoire il y a plus d'une vingtaine d'années et qui était à l'origine professeur de sciences naturelles. Et puis quand il est arrivé en France, il a buté un peu dans la culture, il est producteur d'artistes, et donc c'est l'actuel président de l'AMPPC. Alors, l'AMPPC, je disais tout à l'heure, Association des managers, promoteurs de spectacles, producteurs, concepteurs de la diaspora. Tu nous en parles, tu nous parles de la genèse d'abord de cette organisation et tu nous parles de ses objectifs. Alors, donc l'AMPPC est une structure qui a été créée par des jeunes Ivoiriens, ici il y a une dizaine d'années à peu près. Ils étaient au nombre de 10, une dizaine, qui ont voulu fédérer toutes les forces vives des acteurs. Au lieu d'en avoir un à gauche, à droite, ils ont voulu fédérer leurs forces et puis essayer de travailler en symbiose pour ne pas que les événements se croisent le même jour et tout ça. Et donc, c'est de là qu'est née cette association. Donc, d'abord, pour essayer de ne pas avoir les événements ensemble, et puis de se souder quand il y en a un qui organise un événement. C'est comme ça qu'est partie cette structure, la MPPC. Et donc, essayer de mettre en même temps les producteurs, en même temps les promoteurs et les concepteurs. Dans concepteurs, on entend arrangeurs, sculpteurs, restaurateurs, et Ouais. tout ça. Alors, c'était cérémonie de distinction qui en sera à sa troisième édition, Oui. qui a été lancée pour récompenser ces acteurs dans les domaines que tu viens de citer. Pourquoi c'était important de célébrer ces personnes, ces promoteurs culturels, ces acteurs de la culture ivoirien en diaspora? C'était quoi l'envie à travers le lancement de cet événement? Bon, déjà, après cette structure de la MPPC, on a vu que on a eu des acteurs d'un peu partout
Au départ, c'était sur la place parisienne. Et là, on a eu des acteurs de Suisse, d'Allemagne, de Luxembourg. Donc, ça fait vraiment un gros. Et on a vu qu'il y avait des vrais bosseurs dedans. On a vu, depuis un moment, il y a des grosses salles, des grandes salles qui sont prises. Et ces acteurs-là font un très, très gros travail. Tu peux en citer quelques-uns juste pour... Alors, la première édition, par exemple, le vainqueur de la première édition, c'est Doudou Sticker de Genève, qui a un festival qui a 16 ans aujourd'hui. D'ailleurs, je pars vendredi là, pour la 16e édition du festival de musique d'ici, d'ailleurs, de Genève. D'accord. Ensuite, pour la deuxième édition, on a eu 3 lauréats. Manu Tesseri, qui vient d'Angleterre, qui vit à Strasbourg. Oui. En deuxième, on a eu Amara Diamond d'Acide d'Argent, qui est en Finlande. Et puis le troisième lot, c'est Alain Degblé, un jeune réalisateur ivoirien, le premier à avoir eu un disque d'or certifié en France. Donc, et là, il revient à la Dacide 3 avec un disque platine. Parce que c'est celui qui a réalisé le clip de Didi B. Donc avec Didi B, il a un disque platine et un disque d'or avec Rosine Layo. L'année dernière, il était venu avec un seul disque. Il a été Dacide de bronze. Et là, il vient avec... retour très fort. Ah, il vient en force. Donc, avec un disque de platine et 2 disques d'or. Donc, un candidat très, très sérieux pour la Dacide d'or de cette année. Alors, pourquoi c'est important de distinguer ces personnes qui excellent en diaspora dans leur domaine? Pour nous, c'est très important parce qu'il faut les mettre en lumière. Parce que, comme j'ai dit, il y a beaucoup qu'on ne connaissait pas. Oui. Par exemple, quand je vous dis Amara Diamond, ça ne vous dit rien. Alors qu'Amara Diamond... Absolument. Voilà. Des personnes de l'ombre, en fait. Voilà. Et ben, lui, il fait 50 Cent le mois prochain. 50 Cent en Estonie. Et en Finlande, l'année dernière, il a fait Fali, c'est des grosses pointures. C'est des personnes vraiment qu'on veut montrer à la lumière, qu'on veut dire que c'est pas forcément le petit groupe qu'on voit sur Facebook qui fait beaucoup de bruit, mais il y a des professionnels, il y a des vrais bosseurs. Et nous, notre credo, c'est sortir de l'informel, justement. Oui. On veut inciter les acteurs culturels à se professionnaliser, donc à avoir un cabis, à avoir une structure, et ce qui n'était pas fait. Par la grâce de Dieu, on est seulement à la 3e édition et on commence à être suivis, ils ont compris, et beaucoup commencent, vous avez vu, hein, depuis quelques années, les Ivoiriens, c'est des grandes salles, c'est des grosses salles, et des salles prestigieuses en plus, des gros événements, et nous, c'est tout à notre honneur. Alors, les prix avec différents paliers, on va dire, la Dacide Espoir, pour encourager ceux qui ont commencé à entreprendre, qui font des belles choses, catégorie Espoir, catégorie Excellence, catégorie Premium et la Dacide d'Or. Alors, pourquoi avoir décidé d'avoir tous ces paliers de distinction? Oui, parce que moi, en réfléchissant, on s'est dit, si on veut faire les cérémonies comme tout le monde, ça sera juste honorer ceux qui ont bien travaillé l'année. Alors que nous, on veut mettre en lumière ceux qui ont duré et qui continuent de briller. Oui, parce que c'est ça le plus important. Voilà, en fait. parce qu'il ne faut pas venir faire... On a vu beaucoup de promoteurs qui ont fait des flashs pendant 2-3 ans, après on ne les a plus vus. Ouais. Alors que nous, on veut vraiment... et c'est plutôt les structures qu'on encourage que les hommes, d'ailleurs. C'est pour ça que vous avez vu, le premier palier, c'est moins de 5 ans, avec la même structure, et au moins un événement d'envergure par an. D'accord. Le deuxième palier, la Dacide d'Excellence, là, on considère que vous rentrez dans l'excellence, c'est entre 5 et 9 ans. Ouais. Toujours avec la même structure. D'accord. Par exemple, je ne peux pas faire El Magnifique coproduction et puis je reviens avec Dougou Massa Production. Ben, Dougou Massa Production, il reprendra en bas. Même si c'est la même personne. Okay. Donc, on veut, parce que celui qui dure, c'est celui qui paye ses impôts, qui paye ses charges, qui paye les animateurs, qui paye les prestataires. Et étant dans le métier depuis longtemps, je sais les difficultés. Donc, on a voulu encourager cela, parce que c'est un peu signe de sérieux, de crédibilité, quand on a un certain nombre d'années et que la notoriété ne souffre pas, ça veut dire que la personne est sérieuse. Donc on peut vraiment récompenser ces personnes-là. Après, il y a les premiums. Le premium, alors là, c'est au moins 10 ans. Oui. Voilà, là, je vous ai cité tout à l'heure Doudou Sticker, je vous ai cité Amara Diamond, Manu Tesseri. Par exemple, Manu Tesseri, c'est lui qui nous emmène au Parc des Princes. Il nous emmène au Parc des Princes. Oui, au mois de septembre. Ah oui, le 6 et 7 septembre, on ira au Parc des Princes. Avec Manu Tesseri, l'Afrique Festival, son festival qui est né à Newcastle en 2003,
qui a muté à Strasbourg, et aujourd'hui, il est à Paris. Et pour cette première à Paris, pour les 20 ans de l'Afrique Festival, il nous emmène au Parc des Princes. 48 000 places avec ça. Waouh. Et donc, c'était lui notre lauréat de la DACID dernière, de la 2e édition. Ouais. Il a obtenu un terrain de 30 000 euros. 30 000 euros à Yamoussoukro résidentiel, offert par... non, Un promoteur, oui, allez-y. on peut. Bien sûr. Ivoire Mondial Construction, notre partenaire, donc qui a offert ce terrain de 30 000 euros à Manu Tesseri. Et pour cette édition, le vainqueur de cette édition-là, la 3, aura un terrain de 83 000 euros. 55 millions de francs CFA dans un quartier résidentiel de Côte d'Ivoire avec ACD, offert par Reabat, un de nos partenaires. Ça ne blague pas. Hein. Ah non, non, on a 2 éditions, on a déjà parlé de 70 000 euros de terrain offert. Alors ça, c'est pour la Dacide d'or. Où il y a un seul lauréat, c'est C'est le Graal, le Saint Graal d'Acide d'or. Ensuite, la première année, on n'a eu qu'un terrain, donc c'était directement la d'Acide d'or. La deuxième année, on a eu 3 terrains, donc on a pu faire bronze, argent et or. Et donc cette année, pour l'instant, on a un gros terrain. Alors du coup, est-ce qu'il y a un jury pour départager toutes ces personnes? Est-ce que c'est des personnes qui candidatent ou est-ce que c'est une partie de l'association qui se regroupe et qui décide de dominer telle ou telle personne? C'est là la subtilité de la DACID. C'est un concours sans être un concours. On vous observe au cours de l'année et on regarde ce que vous avez fait dans les années antérieures. Il y a d'abord un jury, présidé par l'immense Pépé de Barros, donc qui a un comité, qui a son jury. Après, il y a une commission de réflexion. Et il y a une commission au-dessus qui supervise, je crois que c'est la commission que préside le président d'ailleurs, Marco SFR. Oui, c'est une commission, je crois que c'est la commission de réflexion. Donc après les décisions du jury, parce qu'en plus on a un code d'éthique. Hein. Il ne suffit pas d'être un promoteur qui a fait un gros spectacle ou qui fait 2 gros spectacles et qui est toujours sur les réseaux en train de calomnier les autres. Ça ne passera pas. C'est pour ça justement qu'il y a une commission de réflexion, d'éthique qui est à côté. Tous les lauréats qu'on a eus jusqu'à présent, et c'est notre credo, ce sont des professionnels. Ce pas des gens qui attaquent, qui agressent les autres sur les réseaux. On y tient énormément. Donc, tous les lauréats de la DACID, vous verrez, ce sont des profils qu'on a ciblés. Parce qu'El Magnifico, bientôt, ce sera la retraite. Donc, il faut laisser quelque chose aux jeunes. Voilà, il faut vous laisser quelque chose de vraiment... Donc, il faut que le code d'éthique, ça compte énormément. Et c'est important. Ça compte énormément pour moi, pour nous. Et donc, il faut laisser des personnes vraiment qui ont un background, de l'expérience, je dirais même. Et puis... la sagesse. La sagesse, surtout, mais des professionnels. Voilà. Alors, El Magnifico, le Dougou Massa, je ne savais pas ton nom à l'état civil, c'est Kpekbe Constant? Païbé Constant, ça se dit. Kpekbe Constant, Païbé. Acteur culturel ivoirien résidant en France depuis plus d'une 40aine d'années, présentateur d'événements. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous regardent qui vont sûrement te reconnaître également. Oui, certainement. Artiste, chanteur avec 3 albums à ton actif. Tu es le PCO de la DACID, donc l'un des concepteurs de cet événement international. Premier vice-président de la MPPC, Association des managers promoteurs de spectacles, producteurs et concepteurs de la diaspora. Premier vice-président du collectif S'unir pour la Côte d'Ivoire, dont on recevait le président Moussa Diarra-Souba il y a quelques jours. Vice-président de l'AMIOF, l'association des artistes du Grand Ouest. Président des ressortissants du village d'Izabré en France. C'est au village. Fondateur de l'ONG Élite, Espoir, Jeunesse, Afrique. Ça fait beaucoup de casquettes, tout ça, El Magnifico. Homme de culture. Je suis un homme de culture. Donc et comment tu es tombé dans ce bain de la culture? Tu es né en Côte d'Ivoire? Oui, mais je suis arrivé très tôt en France, comme je dis, il y a 45-46 ans. D'abord, ton parcours en Côte d'Ivoire. Tu es né en Côte d'Ivoire? Je suis dans la Côte d'Ivoire, à Boaké. D'accord. À Boaké. Après, on arrive à Abidjan dans les années 74. Et puis, après, les fonctions de mon père faisant, bon, on évolue. Et puis, au début des années 80, j'arrive en France. Pour quelle raison? Pour les études. D'accord. Pour les études. Dans quel domaine?
Communication, un peu, j'ai fait un peu de journalisme, mais plus de communication et management. D'accord. Voilà, après, je me retrouve à la fac des sports, complètement... Ça n'a rien à voir. Ouais, qui n'avait rien à voir, voilà, la fac des sports d'Orléans. Et je suis professeur de tennis de table. Ensuite, la culture. Pendant ce temps-là, ben, je continuais toujours. Je suis l'initiateur des premières soirées étudiantes en 86 à Orléans. D'accord. Les premières soirées black, premières soirées étudiantes. Et c'est de là que l'amour est venu, quoi. En 86, on commençait entre étudiants, on faisait, et puis Sénégal, Côte d'Ivoire, Centrafrique, et puis... Donc c'est là que la graine a été semée. Voilà, c'est là que ça a commencé. En 88, je fais le premier spectacle de Ziké en France, quand il arrive. Et puis, ben, je suis resté dedans jusqu'à aujourd'hui. C'était danseur pour Ziké. J'étais chorégraphe. Et ça, c'est ce que les gens ne savent pas. J'étais chorégraphe. Tu es au courant? Ah, bon, d'accord. Ah, et j'avais une école de danse. Une vingtaine de filles. Voilà. Et bon, j'ai été professeur de tennis de table aussi pendant 14 ans au Palais des Sports. Ouais. Entraîneur, diplômé d'État. Ça fait beaucoup de casquettes. En fait, ça fait beaucoup un homme très actif, tu as besoin d'être actif en perpétuelle activité. J'ai besoin de bouger, quoi. Moi, j'ai toujours eu besoin de bouger. Donc, mais quand j'étais plus jeune, c'était fou. Hein. J'ai fait du tennis de table, comme j'ai dit. J'ai fait du judo à un haut niveau. J'ai fait même du basket. Ah bah dis donc. Du basket, mais niveau national. Hein. Ouais. Ah oui. Après, athlétisme, j'ai fait vitesse et longueur. Là, le sport, t'as abandonné. J'ai abandonné, c'est pour ça que j'ai pris du poids. J'ai des élèves que je vois. D'ailleurs, l'un de mes élèves est le président du club de tennis de table de l'US Orléans, actuellement. D'accord. Monsieur Nicolas Richer, à qui je fais un coucou aussi, nous regarde. Et donc, j'ai retrouvé mes élèves. Je n'ai pas mal. Justement, je souhaiterais même faire un jour une rencontre avec mes anciennes danseuses. Elles sont mamans maintenant. Mais... Ouais. Voilà. Et donc, du coup, tu as continué à évoluer dans les événements. Aujourd'hui, tu es incontournable. Tu présentes de nombreux événements un petit peu partout. Tu es sorti tous les week-ends. Oui, là, j'ai pas de samedi de libre depuis 2 mois jusqu'à août. Et tous les week-ends, ça se passe bien, madame, tire pas trop les oreilles? Au début, au début, au début, elle ne croyait pas. Et je vais vous dire qu'elle ne me suit même plus. Au début, elle venait, elle regardait. C'est toi qui ne veux plus qu'elle te suive ou c'est elle ne veut plus te suivre, hein? Oui, parce que quand elle vient, elle voit que je suis vraiment... de toute façon, on a déjà travaillé ensemble, tu as vu, on est dans notre coin, on fait notre truc, la scène, la tac, et puis après, je m'en vais. Donc, en fait, tu es un passionné de l'humain, du partage. Du partage, de l'amour. Et on est dans un monde qui est méchant. Hein. Malgré ce qu'on fait, on est critiqué, on est vilipendé, on est attaqué. Non, t'es respecté, toi, quand même, dans le milieu. Oui, moi, je suis aussi attaqué. Comme tout le monde, bon, ça va. Je suis beaucoup attaqué, mais bon, c'est vrai qu'il y a une majorité de personnes qui comprennent ce que je fais, qui comprennent ce que je fais, parce que... on est dans un milieu, moi je trouve, qui est beaucoup dur, où il y a trop de rivalité. Donc, partout où il y a la rivalité, ben, il y a ce genre de comportement humain, quand il y a la communauté. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais qu'on a fait avec subtilité la Dacide. Ouais. C'est un concours sans être un concours. Parce qu'on vous observe à l'année, on observe vos années d'avant, et puis... En fait, on ne peut pas vous taxer de faire du copinage. Voilà. Voilà. Mais l'année dernière, on a été taxés parce que Manu Tesseri, oui. Mais ils sont où? On ne les connaît pas. Mais quand on met en face le pressbook de la personne, les gens se taisent tout de suite. L'année dernière, on nous a dit, bon, je ne vais pas citer le nom, mais on nous a dit c'était tant. Pourquoi ils n'ont pas pris tant? Ils n'ont pas pris tant. Mais quand on a mis en face le CV de Manu Tesseri, le CV de Amara Diamond et le troisième qui est disque d'or, en tant que réalisateur, le premier Ivoirien réalisateur 10 d'or, qui aujourd'hui nous confirme, parce qu'il est 10 platine, et 10 d'or avec Ozil Nayo, avec Didi B, et Manu Tesseri, qui nous confirme en nous emmenant au Parc des Princes. Je veux dire qu'on est sur la bonne voie. On a même récompensé un peintre, Roméo de Meva, oui, l'un des... Vous avez suivi. Ouais, voilà, l'un des peintres ivoiriens qui fait la fierté de l'Afrique aujourd'hui, qui expose maintenant au Louvre, qui expose à Dubaï, qui expose un peu à New York, à Manhattan, dernièrement.
Et c'est une fierté pour nous de récompenser ceux qui en valent la peine. Et puis, on va les chercher, en fait. Alors du coup, tu m'avais envoyé l'info, mais je ne l'ai pas retrouvée. Cette nouvelle édition, elle a lieu où et quand? Tu nous donnes les infos? Alors, dimanche 13 juillet, 13 juillet, la veille du 14. la veille du 14, donc c'est une veille de fête, la salle Prestige de Beson. Oui. À Beson, Ouais. dans le 95. Ouais. La salle s'appelle Prestige, c'est une très très belle salle. Et à partir de 19h. Et comme d'habitude, bon, cette année, on a eu encore la chance et l'honneur, la confiance du ministre de la Jeunesse de Ouais. Côte d'Ivoire, Qui fera le qui est déplacement. le parrain pour la 2e édition. En tout cas, je voudrais ici remercier le ministre et toute son équipe. C'est pour un jeune. Bon, c'est vrai qu'on est jeune, hein. La DACI démarre, on n'a que la 3e édition, mais pour une 3e édition, avoir un ministre à chaque fois qui est présent, qui nous fait confiance. En tout cas, on lui dit merci. Au nom du comité d'organisation, je voudrais vraiment dire merci au ministre de la promotion de la jeunesse, M. Mamadou Touré. En fait, dès que tu as un micro, tu peux pas t'arrêter. On Hein, ne s'arrête elle pas, magnifique. on continue. Et du coup, des artistes invités pour prester, puisque c'est une cérémonie de récompense, et il y a des animations en même temps. Oui, on a prévu la rumba comme l'année dernière. Ouais. Et puis, on a essayé d'ouvrir un peu parce que quand on met un artiste, là, l'année dernière, par exemple, on n'avait pas programmé, hein, mais on a eu David Tairo, on a eu Maté, on a eu les VDA, on a eu. Ils viennent, ceux qui sont en France viennent. Là, on en a plein qui sont là, on sait qu'ils viendront parce que c'est maintenant la cérémonie de référence. Et puis, quand on promet un terrain, on le donne parce qu'on fait vraiment des cérémonies. Et une 2e cérémonie, la première, la d'Acide, on donne le carton, on donne les nominés, mais 2 mois après, en présentiel à Abidjan, on a une cérémonie où on offre devant toute la presse les papiers des lots, quoi. Donc, voilà. Donc, du coup, prochain événement d'Acide, donc organisé par la MPPC, dont le Dougou Massa El Magnifico est venu nous parler, acteur et promoteur culturel, artiste et président d'association. Prochaine édition de la DACID, cérémonie de distinction des acteurs culturels ivoiriens de la diaspora. C'est dimanche 13 juillet, veille du 14 juillet, donc vous n'aurez pas d'excuses. Venez nombreux, ça commence à 19h. À la salle Prestige de Beson. Je crois qu'on a fait le tour, on a tout dit. Un dernier mot, une conclusion, mon ami. Oui, la conclusion, c'est de te dire merci. Et puis, merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Et puis, dire aux acteurs culturels de bosser. Voilà, ça ne sert à rien de penser qu'on est plus fort que les autres. Nous, on regarde, nous, on voit, on sait. Voilà, les gens, justement, ont pensé qu'on allait récompenser que des gens de la MPPC. Mais jusqu'à présent, on n'a pratiquement aucun lauréat qui est de la MPPC. L'AISB de ceux qui sont en face de nous, ben, ce sont eux qui ont gagné à 2 reprises pratiquement. Non, enfin, la première. Et donc, travailler, on vous voit. On vous voit et puis on... Ouais, j'aime bien ça. Travailler, on vous voit. On vous regarde. On vous regarde. On vous observe. On vous observe et puis on est partout, on regarde. Et ceux qui méritent seront récompensés et seront honorés. Et c'est la fête de tous les acteurs culturels qui viennent tous, comme l'année dernière, comme l'année d'avant, ils viennent de partout en Europe. Donc venez le 13, on vous invite. C'est sur invitation, la réservation obligatoire. Par contre, il faut absolument réserver pour venir. Donc, on peut donner le numéro? Oui, bah vas-y. C'est comme 06 28 24 95 63. Répète. 06 28 24 95 63 pour réserver vos places. Et puis, on vous attend tous et toutes. Merci encore. Merci, El Magnifico. Merci à ça, merci aux auditeurs. Au plaisir de te revoir sur Espace TV Europe. Donc, vous nous suivez via le bouquet africain sur les opérateurs Free, Orange et aussi Bouygues. Merci d'être nombreux également à nous resuivre sur notre chaîne YouTube. La suite en musique, on va se détendre un petit peu au son du reggae avec un concept intergénérationnel et fraternel avec une grande figure de la musique reggae caraïbe. Nous serons avec Yanis Odua dans un instant, originaire de la Martinique. Il a marqué plusieurs générations grâce à des titres phares devenus des classiques et des millions de vues sur YouTube. Il sera accompagné de FNX, ce jeune sportif, puisqu'il est footballeur professionnel, mais aussi chanteur. Ils ont décidé tous les deux de s'unir
puisqu'ils ont une vision commune, fraternité, complicité, respect, ce sont les valeurs qu'ils défendent à travers ce projet, l'album Mon Frère, en duo intergénérationnel et fraternel. On en parle dans un instant avec nos invités qui nous rejoignent en direct dans les matins d'Aïssa. À tout de suite. L'info du matin, c'est maintenant dans les matins d'Aïssa sur Espace. Bon, on a été un peu pris de court, mais on enchaîne avec nos invités. Je vous rappelle que cette émission, les matins d'Aïssa, du lundi au vendredi, la vitrine des talents afro-caribéens. Cette vitrine qui met en lumière les entrepreneurs, les artistes, ceux qui font briller les Afriques à travers la diaspora, mais aussi à travers le continent et les Caraïbes. Ça va être le cas aujourd'hui. Nous allons à la rencontre d'un duo musical intergénérationnel et fraternel, emmené par une figure emblématique du reggae made in Caraïbes et avec lui un jeune artiste talentueux qui évolue dans le milieu du football également. Nous accueillons avec beaucoup de plaisir Yanis Odua et FNX, le duo intergénérationnel et fraternité. Alors, bienvenue à tous les deux. On est très heureux de vous accueillir sur cette antenne pour nous apporter de good vibes comme on les adore. Alors, deux artistes dont la rencontre a donné naissance à un projet musical. Ça s'appelle Mon Frère, l'album. C'est sorti le 16 juin dernier. Le 13. 13, pardon. Non, mais c'est pas grave, c'était à 3 jours d'écart. C'était un vendredi 13. Est-ce que ça vous a apporté bonheur? Mais c'est mon anniversaire, donc ça va. C'est vrai, c'est ton anniversaire? Je suis né un vendredi 13. Bon, alors comment ça s'est passé depuis la sortie Très très belle sortie. Ouais. De très bons retours jusqu'à maintenant. Ouais, magnifique. Pareil. Très positif. Des bons retours. Ouais. Franchement, et les messages ont été bien reçus. Ouais. Et on a eu de bons retours dessus. Donc franchement, ça donne envie d'avoir la suite, quoi. Alors déjà, ça fait plaisir de voir cette belle idée de ce message intergénérationnel. C'est un peu rare dans la musique, ce concept de partage, de transmission, puisqu'en fait, souvent on dit on apprend des anciens, mais on apprend aussi des jeunes. Exactement. Alors, parle-nous un petit peu de ce que t'apporte en fait FNX. On parlera de votre rencontre tout à l'heure, mais c'est important aussi de dire on n'est pas les seuls à avoir la vérité, à tout savoir. Complètement. Les jeunes nous apportent également beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il t'a apporté depuis que vous vous connaissez? Il m'a apporté beaucoup de comment dire, sur les points de vue de la vie en général, quoi. Sa manière de voir les choses est complètement différente. Très réfléchi aussi. Ouais. Donc, c'est un des points très impressionnants de lui, pour son âge et tout. Franchement, il réfléchit très très vite. Il réfléchit loin aussi. Donc ça aussi, c'est une sorte de fraîcheur dans la manière d'aborder les choses de la vie, quoi, les thèmes de la vie, tout simplement. Ouais. Et des fois, par exemple, quand ils utilisent certains jargons, bon, des fois, moi, avec ma fille, et que non, là, je suis largué. Le parler des réseaux, à ce niveau-là, je suis largué. C'est chaud, hein. À ce niveau-là, je suis largué. Surtout que toi, Yannis, ça fait quand même des années que tu évolues, au moins 30 ans dans ce milieu. Alors, comment tu t'adaptes avec les réseaux sociaux, avec tout... Ça va. Ça, à ce niveau-là, ça va. Au niveau, en fait, je ne suis pas un hyperactif non plus au niveau des réseaux sociaux. Ouais. Moi, je diffuse quand on a du contenu à diffuser. Sinon, le reste, je vis la vraie vie, quoi. T'es dans la réalité. Exactement. Et du coup, FNX, la même question. Qu'est-ce qu'il t'apporte, cet ancien respectueux, respectable, que tu as sûrement admiré, parce que tu dis que c'est... Bien sûr, depuis toujours. Je l'admire depuis toujours. Ça a toujours été mon artiste préféré. Et il m'apporte énormément, que ce soit dans la musique ou dans la vie de tous les jours. Hier, on a eu une discussion sur la respiration, par exemple. Et il m'a donné 2-3 tips, encore une fois. Il m'a apporté énormément, et dans la vie de tous les jours, il m'a apporté une stabilité émotionnelle. Ouais. C'est quelqu'un avec qui je peux parler de tout, de n'importe quoi. C'est devenu vraiment un grand frère, quoi. Et c'est une thérapie pour moi de parler avec lui, de me confier, etc. Et du coup, bravo pour ton audace, puisqu'en fait, c'est toi qui est allé vers Yanis Odua. Yes. Tu nous racontes un petit peu dans quel contexte vous vous êtes connectés tous les deux? Pour la petite anecdote, anecdote intéressante,
J'ai commencé la musique quand je me suis blessé au football quand j'étais plus petit. Et je me suis passionné de musique. Vraiment, c'est devenu une passion. Et donc j'ai tourné un clip. Et comme je l'ai dit, Yanis a toujours été mon artiste préféré. Donc j'ai décidé de lui envoyer ce clip-là sur les réseaux, justement. Et sans réel espoir de réponse, etc. Et je vois que quelques jours après, ou même pas, il m'avait répondu, quoi. Il avait kiffé le clip, etc. Donc il m'appelle. Et donc moi, je suis dans un rêve éveillé un peu. Je comprends pas ce qui se passe, etc. Donc j'étais trop content de recevoir. En fait, t'as ça comme une bouteille à la mer, comme ça. Tu t'es dit, bah, vas-y. Ouais, pourquoi pas, pour avoir son avis, etc. quoi. Parce que c'est une légende et c'est toujours intéressant d'avoir un avis comme ça. Et finalement, voilà, il y a eu une réponse, un appel. Et moi, j'y revenais pas. J'ai appelé mon père dans la foulée. J'ai dit non, c'est pas possible. Je suis allé jusqu'au travail de mon père. Yanis nous a appelé, il nous a demandé si on était chaud de venir à Salerne parce qu'ils étaient en train d'enregistrer un album. Si on était chaud de venir poser un couplet, quoi. Et donc, ouais, directement, on s'est chauffé, on est allé là-bas avec mon père et l'histoire, elle s'est fait comme ça, quoi. Après, ça a déroulé derrière. C'est ton audace qui a payé, en fait. Ouais, il faut essayer, il faut tenter. Qui ne tente rien n'a rien. Donc, et qu'est-ce que tu as répondu sans être indiscrète? Bon, peut-être pas le vrai message, mais en gros, qu'est-ce qu'il t'a dit? Je sais plus exactement ce qu'il m'avait dit, mais je pense qu'il avait kiffé, il avait bien kiffé Caliente, le premier son que j'avais envoyé. Donc voilà, c'était ça en fait. Alors cet album, fruit de cette histoire qu'on va continuer de raconter dans un instant, ça s'appelle Mon frère. Justement, ça prend tout son sens, empreint de fraternité, de complicité, de respect. Il y a le titre One Love. Vous nous en parlez avant de le regarder, de l'écouter? Ouais. One Love. One Love, ouais, c'est un titre que j'avais commencé à écrire seul. Et après en fait, il manquait un refrain, il manquait quelque chose qui fasse décoller le tune. Et Yanis, il a fait ça parfaitement. C'est un thème, c'est un son, pardon, qui aborde tous les thèmes, qui parle un peu des choses compliquées qu'on peut vivre dans la vie, qui défend des causes très importante, donc il est important pour moi et pour Yanis aussi, je pense. Oui, bien sûr. Au niveau de défendre, d'avoir des vraies causes à défendre, quoi, parce qu'on a beaucoup de rebelles, mais il n'y a pas beaucoup de causes qui défendent, quoi. En tout cas, rebelles sans cause. Exactement. Alors, un hymne au vivre ensemble, soutenu par le Secours populaire. Vous êtes humbles hein, quand même, les gars, parce que c'est pas mal. Hein. Et travailler dans les écoles françaises à l'international par plus de 800 000 élèves. Fallait le dire quand même, ça, non? Vous avez oublié, c'est quoi ce truc? Non, mais on invite tout le monde à écouter, tout simplement, et de se faire leur propre avis, quoi. Bon, ok. Voilà. Bon, d'accord, je valide. On écoute One Love. One time. Les matins d'Aïssa sur Espace. Yanis Odua et FNX, nos invités sur le plateau d'Espace TV Europe ce matin dans les matins d'Aïssa pour parler de leur actualité musicale à travers la sortie le 13 juin dernier de cet album Mon frère avec de beaux messages. On vient d'entendre One Love, un hymne au vivre ensemble. Alors les images sont magnifiques. Alors ça a été tourné à Amsterdam. Pas le One Love. Celui-là, il a été tourné à Nice. Ah. Et c'est La Vérité qui a été tournée à Amsterdam. D'accord, très bien. Voilà. Vous nous parlez un petit peu de ce que vous avez voulu faire ressortir. On voit des enfants autour de vous, on voit de belles couleurs. Racontez-nous un petit peu la cinématographie ou en tout cas ce que vous avez voulu faire passer comme message dans le clip. Je pense qu'on a voulu qu'on a essayé de faire ressortir la vie en elle-même, comment elle est, comment on la vit au quotidien et comment on devrait surtout, comment on devrait la vivre. Quand on voit des gens qui sont dans le besoin et qu'on peut les aider, de ne pas hésiter, on n'a pas... Surtout, beaucoup de bienveillance, d'entraide, ouais. De vivre ensemble, quoi, en général. Ça ne nous coûte rien, quoi. Donc, franchement, pourquoi s'abstenir de le faire, quoi. Si c'est juste une histoire de non, pas moi, je fais pas ça, ou c'est complètement ridicule, surtout si tu peux le faire, quoi. Alors, Yanis Odua, tu as démarré très tôt ta carrière, à l'âge de 10 ans, grâce notamment à ton cousin, Daddy Harry, en fait, qui était très connu dans le milieu du dancehall antillais. 13 ans, tu sors ton premier album. C'est un peu à ce moment-là, en fait, que vous êtes connectés. Il avait 14 ans. Exactement, quand je l'ai rencontré. Ouais. Ouais. Alors, c'est 13 ans, 14 ans, c'est pas un peu jeune pour commencer dans la musique, non? Moi, je trouve que non. C'est très bien.
bien. voyage. C'est très bien, ouais. Ouais. C'est très bien parce qu'en même temps, ça nous donne de l'expérience relativement tôt aussi. Ça nous permet d'aborder les choses différemment. Donc, non, moi, je regrette rien. Toi, t'étais pas encore né? Non. Non, je crois que je n'étais pas né encore, non. Je te charre un peu. Premier album, Little Yanis. C'est ça. Ensuite, tu présentes une émission, Ragazine, sur RFO. 98, tu fais le choix de t'installer à Paris. Pourquoi ce choix? Eh ben, parce que j'avais déjà passé un certain temps dans la Caraïbe à partager ma musique et j'avais envie d'ouvrir un peu les horizons et puis proposer à plus de monde, quoi. Donc, je suis venu en France et à partir de là, j'ai commencé à même calmer ma musique parce que je faisais beaucoup de dancehall qui allait très vite à l'époque. Ouais. Donc, bon, arrivé ici, tout le monde n'avait pas forcément cette culture déjà. Et deuxièmement, donc, l'habitude d'entendre des flows aussi rapides, c'était un peu compliqué. Donc, là, je me suis ralenti, enfin, je me suis calmé et j'ai attaqué un peu plus dans le reggae, quoi. Alors, oui, parce qu'ensuite, des collaborations, des compilations, collaborations avec notamment Lorco City. Yeah. 2001, un moment assez tournant avec la sortie de ton single La Caraïbe, qui a précédé Yon Payon, sorti en 2003. Nominé aux Victoires de la musique en 2023. 2003, pardon. 2003. C'était une belle époque. Hein, oui, c'était avec Tikenja Fakoli aussi, où on avait fait le morceau On en a marre. Ouais, il y en a marre avec Tikenja. Ah ouais. Première partie de Bounty Killer. Oui, Bounty Killer, Sizzla, Capleton. On a fait à l'époque le Garance Festival qui était à Bercy. On a fait de belles dates aussi à cette période. C'est des années marquantes où ça allait dans tous les sens au niveau de la musique, du hip-hop. Il y avait tout un mouvement aussi où tout le monde suivait. Il y avait un engouement qu'on a perdu un peu, en fait. Ouais, parce que c'était une culture, c'était un mode de vie. Ouais, c'est carrément ça. C'est carrément ça. Et il y avait beaucoup de gens qui étaient inspirés, qui avaient envie justement de mettre la main à la pâte. Donc, tu avais beaucoup d'organisateurs, tu avais beaucoup de sound systems. Chaque ville, il y avait au moins 3 ou 4 sound systems par ville en France. Et c'était à l'époque des chansons qui restaient dans la tête, qui duraient dans le temps. Alors qu'aujourd'hui, les chansons, dès qu'on les a entendues, on les a aussitôt oubliées. Ouais, on consomme la musique différemment, effectivement. Ouais. Mais la musique reste la musique et ça ne va pas bouger, quoi. Elle fait son nettoyage comme la terre même. Et toi, du coup, tu as des références de ces années, des années 90, des années 2000. Quels sont les titres qui t'inspirent aujourd'hui, que tu découvres, que tu aimes? Bah moi, en 90, j'étais toujours pas né. Sinon, oui, je me suis toujours inspiré de la musique ancienne, des anciens, nous, comme on dit les jeunes maintenant. Mais sinon, j'ai toujours écouté Yanis, j'ai toujours écouté Danakil, Taïro, du reggae français en général, Tonton David, etc. Et ouais, je me suis inspiré de ça. Alors, d'autres collaborations, on ne pourra pas tout citer. Après, tu as confondé le label Legalize It. Il existe toujours? Non, il n'existe plus depuis 2010. D'accord. 2010, et de là, à partir de là, on a monté le label Countdown Music, sur lequel j'ai sorti tous les albums. Alors, tu sors Moment Idéal en 2013, voilà. 2017, Nouvelle Donne. Et ensuite, cet album qui vous a permis de collaborer en 2022. Exactement. Stay High, c'est ça? Voilà. Et qu'est-ce que ça a donné, le morceau? Qu'on a fait ensemble? Ouais, c'était pendant la pandémie. Ouais, exactement. Il avait 14 ans en plus à cette période-là. Ça a donné un morceau très dynamique, vraiment dans l'esprit de ce que je voulais à cette période-là. Et dans la continuité, on a le Like a Champion qui sonne un peu dans la même vibe, quoi. Enfin, surtout, c'est dancehall particulièrement. Mais bon, très performant à l'époque. Il est arrivé en studio, il a écouté la musique une seule fois. Ouais. Et quand la musique s'est terminée, il est rentré en cabine, il a posé tout ce qu'il avait à poser. Ah, ça m'a inspiré direct. Après, les gyms, c'est du haut niveau. Donc... Et bien, en même temps, quand on te donne ce genre de chance, faut pas la louper. Hein. Exactement. C'est comme au but, devant le but. Voilà. Exactement. Tire au but, faut pas louper. Hein. Comme on dit, face à l'occasion, faut pas être naze. Ah ouais, non, c'était obligé. C'était un honneur pour moi de pouvoir poser ce couplet. Donc,
j'ai fait tout ce que je devais faire quoi, au maximum. Et qu'est-ce qu'on t'a dit dans ton entourage et tes potes du foot? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Déjà, ils y croyaient pas. Parce qu'avec tous mes amis depuis tout petit, on écoute. Et quand je leur ai dit ça, ils m'ont dit non, c'est bon, allez, arrête de mentir. C'est pas toi? Ouais. Ils m'ont dit non, c'est pas vrai, t'as pas répondu et tout ça. Donc, déjà, ils étaient tous choqués. Et, là, ils étaient tous très, très fiers. Très, très fiers de ce premier feat. Et voilà, ils étaient contents pour moi. Et ils m'ont tous soutenu à fond pour la suite. Et c'est ce qui m'a permis aussi de continuer la musique à fond et d'arriver à ce premier album. Alors en fait, une destinée assez incroyable, hein. Et puis un prénom en plus, Kylian. Kylian Lopez. Kylian Lopez, ouais, c'est ça. Bah, aujourd'hui, t'as 19 ans, ça y est, t'es majeur. je taquine un petit peu, mais bon, c'est vraiment, voilà, c'est pas méchant du tout. Je suis une grande sœur, donc voilà, je te taquine un petit peu à l'africaine, comme on dit. Deux passions, la musique, le football, en fait, ça va ensemble, hein. Totalement, oui. C'est des comment dire, des passions qui sont totalement compatibles pour moi. Moi, je fais du foot depuis que je suis tout petit. Ouais. J'ai commencé à l'OGC Nice, j'avais peut-être 9 ans. Bon, j'ai commencé le foot à 3-4 ans. Ensuite, j'ai intégré l'OGC Nice vers les 10 ans. Ça faisait voilà, 8-9 ans que j'étais au club. Là, j'ai signé à l'AC Ajaccio cet été. Ouais. Et voilà, ouais, c'est... En pro? Pas encore en pro. J'ai signé avec la réserve, donc en N3. Ouais. Et avec l'objectif, oui, d'aller jouer avec la Ligue 2, d'atteindre le plus haut niveau possible. Ouais. Et le foot, c'est compliqué. Ça demande une exigence, évidemment. Ça demande beaucoup de sacrifices. Ouais. Mais je pense que c'est compatible avec la musique, totalement. Et comment tu fais pour allier les deux? Et comment toi, tu l'encourages à donner le meilleur de lui-même sur le terrain et en studio? Ah ben, c'est bien simple. Dans ce qui me concerne, moi je le dis, t'es bon en foot, donne tout ce que t'as. Donne tout ce que t'as. La musique, tu peux la faire en parallèle tout le temps. Parce qu'il est talentueux, tu lui donnes n'importe quelle musique, il pose dessus, quel que soit le style. Il aime ça en plus, donc c'est quelque chose qui ne le lâchera jamais, je pense. Non, jamais, ça c'est sûr. Et j'ai un petit studio en plus à la maison. Ouais. Donc, ce qui me permet tous les soirs, quand je rentre de l'entraînement ou je rentre de la muscu, etc., de pouvoir me détendre, d'écouter un peu des régimes, de poser, d'entraîner la voix, d'écrire. Donc voilà, tous les soirs, j'essaie de me perfectionner un petit peu. Ouais, on dirait que c'est son exutoire, quoi. Tu vois, exactement. Exactement, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et du coup, tes proches, ta famille, ils sont pas devenus un peu fous en se disant, bon, notre fils, il se lance dans le foot. Bon, il faudrait préparer un plan B parce qu'on sait jamais, le foot, c'est pas sûr, on sait jamais les blessures. Et après, il nous dit qu'il veut faire de la musique. Mais c'est quoi le problème? Comment ça a été perçu par tes parents, ton entourage? Est-ce qu'on t'a encouragé? Totalement. Ouais. Dans certaines familles, on aurait pu, je sais pas, le contraire, dire non, oh là là, tu te lances dans un truc de fou, mais non. Dans deux trucs de fou. Ouais, dans deux trucs de fou. Non, au contraire. Ils ont toujours cru en moi, en mes rêves. Donc non, que ce soit mon père, mes petites sœurs, ma mère, ils m'ont toujours poussé à fond dans tout ce que je fais. Donc c'est la première team, franchement. Grave. Quand on connaît la team. Ouais, grave. Non, ils sont toujours derrière moi à fond. Au contraire, ouais, ils m'ont toujours poussé, ils ont toujours été très fiers. Et t'as des origines caribéennes? 972, moi, Martinique. Ah, d'accord, 972, Martinique. Et du coup, quelques blessures t'ont éloigné des terrains, c'est quelque chose qui arrive souvent. Et du coup, ça t'a permis de te concentrer un peu plus dans la musique. Exactement. Ouais, je me suis fait 3 fois les ligaments croisés, en fait. C'est l'une des pires blessures du foot, hein, je pense. Ouais. Ça éloigne du terrain pendant une année à chaque fois. Donc, c'est des remises en question. Beaucoup de questions. Ouais. On se demande si le foot, ça va pouvoir continuer, etc. Et c'est pendant ces périodes-là que c'est la musique qui m'a sauvé, quoi, qui m'a servi comme exutoire, qui m'a permis de me sentir libre, vivant, de penser à autre chose. Et ça qui m'a fait grandir, en réalité. Donc, ouais, ça... D'où son nom. Hein? D'où son nom. FNX, c'est Phoenix, en fait. D'accord, ok. Phoenix, renaît toujours de ses cendres, pareil. On lâche jamais l'affaire. On renaît à chaque fois. Donc, tu as un plan B, un plan A, un plan B. C'est quoi le plan C? Le plan C, c'est des études d'astrophysique. Waouh! Toi, tu rigoles pas, en fait. Hein? Waouh! Ah ouais, je fais une licence de maths. Tu vas aller sur la Lune, c'est ça? Ouais, c'est quoi l'astrophysique? Tout ce qui est études des astres, en général. Ah, ouais, tout ce qui se passe au-dessus de nos têtes, là. Ok. J'ai toujours été passionné un petit peu par les étoiles aussi, donc...
Voilà, je fais une licence de maths à côté en espérant finir ingénieur et ensuite faire une spécialisation dans l'astrophysique. Non, mais c'est un truc de fou. En fait, t'as les pieds sur les terrains, t'as la tête dans les nuages, t'as l'esprit. T'es né sous quelle planète? Qu'est-ce qui s'est passé en fait lors de ta conception? Je t'embête un petit peu. Alors, on va revenir un petit peu plus dans le sérieux. Je veux du love. Alors ça, c'est un titre qui a du sens. Yanis, tu nous parles un petit peu du message de ce morceau? Je veux du love. Ouais. Ben, c'est un morceau qui a été fait enfin, par rapport au fait que c'est une réalité qui existe malheureusement et qui n'est pas assez mise en avant, tout simplement. Et grâce à ce morceau, justement depuis la sortie de ce morceau, je veux du love, on a eu beaucoup de messages de remerciements en fait de personnes, enfin de victimes de ce genre de choses là, quoi. De violence, relations toxiques, violence conjugale, ouais, franchement, c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne l'imagine. Quand l'amour se transforme en haine, on dit que la limite entre les deux, elle est. Ouais, mais ça ne tient qu'à un fil en fait. Ça ne tient qu'à un fil. Hein. C'est comme le génie et la folie. C'est grave. Et on se rend compte qu'en fait, c'est beaucoup plus fréquent que ce qu'on pense. Beaucoup. On reçoit beaucoup de messages et on ne pensait pas autant, quoi. Bon, on va regarder. Je veux du love. Yanis Odua et F Phoenix. Les matins d'Aïssa sur Espace. Un message nécessaire, Yanis Odua et Phoenix, je veux du love sur Espace TV Europe dans les matins d'Aïssa. En tout cas, vous nous avez apporté de bonnes vibes. Il est déjà 11h42, ça passe tellement. J'avais même pas vu. T'as vu comment ça passe? Ça va. Quand on est bien accompagné, ça va. Quand on se sent bien, et puis c'est le reggae aussi, hein. Franchement, le reggae, c'est tellement doux. Alors, une tournée qui a déjà commencé et qui continue. Alors, les prochaines dates, du côté du Chamboul Festival, c'est le 27 juin, Couleur urbaine à Toulon. Le 28 juin, vous serez le 5 juillet à Festi-Dreuze dans le 29, le 8 juillet à Darjeeling dans le Lac-Anneau, l'île d'Oléron à l'Annexe, Social Club dans le 40, c'est le 10 juillet, le 11 à la salle Raymond Mullard dans le 91 à Pucé, c'est ça. Vous serez le 19 juillet à Tazmaten, du côté du Nologo, le 8 août, le 13 Festizac, le 20 septembre à la Halle du Marché, dans le 17, je pense qu'il y a d'autres dates qui vont se rajouter. Mais vous allez vivre la vie là. Exactement. Exactement, sur scène, franchement, c'est magique aussi. Pour moi, c'est l'aboutissement, en fait. Quand tu fais un morceau en studio, quand tu l'interprètes sur une scène après, là, tu es arrivé au bout du projet, quoi. Mm-hmm. Donc, Phoenix, c'est doux de partir en tournée avec un ancien comme ça, parce que ça ouvre des portes. Quand on dit c'est Yanis Odua qui arrive, ça ouvre des portes. Direct, mais on s'en rend pas compte, en fait, parce que maintenant qu'on est dans l'aventure, on s'en rend pas compte, mais c'est un rêve pour moi. En fait, non, c'est plus un rêve, c'est une réalité. C'est une réalité. Je dirais que c'est un rêve éveillé. C'est un rêve que je vis là, de jour en jour, quoi. Je suis sur scène avec mon artiste préféré, on fait nos tunes, les gens kiffent. Et on kiffe. Magnifique. Et on kiffe nous-mêmes. Et du coup, il y a d'autres thématiques que vous abordez dans l'album, la vérité. Il y a d'autres titres. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu et les autres sujets que vous abordez, Yanis Odua? Ouais, en fait, on aborde les sujets de la vie qu'on mène, hein, tout simplement. C'est comme on fait dans le reggae, tout bêtement, j'ai envie de dire. On ne s'invente pas de vie, quoi. Donc, on aborde les thèmes qui nous touchent, les sujets qui nous touchent, comme je veux du love. Le Like a Champion, c'est un morceau qui est très spontané, mais qui est nécessaire aussi dans nos vibes quotidiennes. C'est comme ça qu'on le vit, quoi. Ouais. C'est comme ça qu'on le vit. Après, sur d'autres thèmes plus sérieux, comme vérité, par exemple, c'est une constatation aussi. C'est l'évolution avec l'expérience, ce qu'on a envie de laisser aux plus jeunes que nous, justement. Donc, on fait attention, quoi, en ce qui me concerne.
Oui, après, il y a plusieurs titres hein, qui Ouais, il y en a sont plusieurs. importants. Il y a Mon frère aussi qui me touche particulièrement parce que c'est totalement représentatif de la relation qu'on peut avoir maintenant. Donc, Ouais. voilà, c'est l'un des titres qui me touche le plus de l'album. Et voilà, après, il y a Fille de joie aussi. Fille de joie. Fille de Ouais. joie qui est un thème touchant et qui nous apporte une vision nouvelle des filles de joie, justement. Ouais. Et voilà, on peut se mettre à la place des personnes, C'est voir. ça, même de la manière de les regarder, quoi. Voilà, exactement. La manière de voir les choses, de les voir eux-mêmes, de comprendre leur histoire avant de juger. C'est important, un message que je veux faire passer, quoi. Et vous allez aller jouer aux Antilles. Si on nous invite Bah, Je rigole, non, ouais, je y a rigole. Pas de raison, il y a des Sodua quand même, non? Non, mais je rigole. Oui, je pense que ça va le faire. Oui, bien sûr. On croise les doigts, quoi, Et en tout votre cas. rapport à l'Afrique, justement, c'est quoi Toujours. l'un et l'autre? Ah ben, moi, j'ai des origines du Nigeria, donc oui. T'as déjà joué sur le continent, je suppose. Ah oui, bien sûr. Après, Oui. pas encore au Nigeria, mais on a joué en Côte d'Ivoire, on a joué au Sénégal, on a joué au Mali, on a joué en Guinée. Ouais. Et Phoenix? Et moi, j'ai un côté martiniquais, en fait. Mon père qui est de Martinique, donc je suis originaire de là-bas. Ouais, tu vas souvent? On essaye d'y aller le plus souvent possible. Là, Ouais. ça manque, hein. Ça fait Ouais, longtemps avec que je le suis pas foot, je pense allé. que ça va être un peu compliqué. Exactement. C'est ça qui fait qu'on peut pas y aller trop souvent, mais on essaye d'y aller le maximum possible. Et là, ça commence à manquer fort. Tu Fort, m'étonnes. fort. Et l'Afrique? Afrique, non, moi, je suis pas. Pas encore? Pas encore, non. Ok. J'ai pas encore été là-bas et tout. T'aimerais bien jouer? Bientôt. On va l'emmener, Bientôt. obligatoirement. Pas J'ai encore. intérêt, attention. Il faut. Et comment Et comment on va l'emmener? C'est sûr, c'est dans les programmes, ça. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Comment vous avez envie de conclure? Où est-ce qu'on peut télécharger vos morceaux, vous suivre, regarder vos clips? Comment vous avez envie de conclure? D'abord, on va laisser l'ancien Yanis Sodua. Ah ben ouais, moi je vais dire merci déjà à tous ceux qui nous suivent depuis tout ce temps, tous ceux qui ont pris le temps d'écouter ce qu'on fait aussi et ce qu'on propose. Et on peut retrouver l'album et tous les nouveaux morceaux sur toutes les plateformes de téléchargement comme Légal, comme on dit. Spotify, Deezer, je sais pas, pour ne pas les citer, quoi. Mais sinon, voilà, on a hâte de faire découvrir notre projet Mon Frère en live à tout le monde, quoi. Ça, c'est, comme on dit, c'est ce qu'on attend. Donc, on est dans les starting blocks, on attend juste le top départ. En tout cas. Et toi, Félix? Également, un grand merci à tous ceux qui ont déjà écouté l'album, tous ceux qui soutiennent, que ce soit la famille, les amis, et tous les gens en général. Hein. Merci beaucoup pour tout. Venez écouter Mon Frère. C'est un projet intergénérationnel qui va toucher tout le monde, j'espère. Et voilà, il y a des vibes de fou à prendre. Et venez voir en concert aussi. Hein. Et à partager, quoi. Et en région parisienne, il y a un concert de prévu en Paris? Région parisienne, non, pas pour l'instant. Ouais. Donc, ça sera peut-être pour l'année prochaine, je pense. Ok. Ouais. Ok, bon, très bien. C'est bien le temps que l'album il tourne un peu dans les oreilles de tout le monde, qu'ils connaissent un peu les morceaux, comme ça on viendra chanter ça tous ensemble. Grave. Avec plaisir, je pense qu'on a fait le tour, on a tout dit. Ah ben Peut-être des oui. remerciements. Merci à toute l'équipe qui nous soutient, toute la famille, tous les amis, tous ceux avec qui on travaille, tous ceux qui nous donnent du temps dans leur vie pour qu'on puisse concrétiser tout ça, quoi. Grave. Et pour moi, un grand merci à Yanis, déjà, de pouvoir me permettre de faire tout ça. Avec plaisir. Un grand merci à toute l'équipe, Cyril, Kaifa, à mon père. Le co-Lionel. Co-Lionel Papon, qui est toujours là. Un grand merci à mon père, grave. mes petites sœurs et ma mère qui me soutiennent à fond. For real, qui nous suivent, même à distance, quoi. Yes. En tout cas, merci pour ce beau message que vous transmettez, l'importance d'être ensemble, de se connecter entre générations, c'est important, c'est un beau message vraiment. Reconnectons-nous en vrai, quoi. Pas virtuellement. C'est ça. Et puis, longue vie à mon frère. Et puis, profitez bien de vos festivals, kiffez bien la vie. Et Merci puis, beaucoup. à très bientôt. Et puis, peut-être qu'on nous verra bientôt dans une équipe, on croise les doigts, dans une grande équipe. À très bientôt à vous deux, Yanis Sodua et Phoenix. On se quitte avec la vérité. Il est 11h50 dans les matins d'Aïssa. Merci, Aïssa. Les matins d'Aïssa sur Espace.